Oh ben, bonsoir, chers collègues. Je crois que le quart d'heure est à peu près écoulé. Bien entendu, nous avons un petit peu de retard puisque nous venons de finir le vote solennel. Merci à vous tous d'être là. Donc, nous avons deux sujets à l'ordre du jour qui sont donc la PAC et les qualifications professionnelles. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous commencions avec Hervé Guémard, puisque nous allons vous parler de la politique agricole commune et vous proposer une résolution. Et je voudrais je remercierai à plusieurs reprises, bien entendu, tous ceux qui ont participé. Je vais vous parler du groupe de travail dans un instant. Mais nos deux collaboratrices, celle de la Commission des Affaires européennes, Pascal, et celle de la Commission économie, Audrey, puisque deux commissions ont travaillé ensemble sur ce sujet. Et je crois que c'est important de le dire. Donc, le groupe de travail a examiné les propositions législatives de la Commission européenne. Nous avons travaillé depuis le mois de novembre. Donc, nous avons fait de nombreuses tables rondes d'auditions avec l'ensemble des acteurs. Et nous nous sommes déplacés aussi à Bruxelles. Et puis, nous avons profité de Berlin pour rencontrer nos collègues de Berlin. Notre travail aboutit donc à un certain nombre de consensus sur beaucoup de sujets que j'évoquerai. Et puis mon co-rapporteur Hervé Guémard donnera son point de vue à la suite. Et je pense que vous allez voir que nous avons tous bien travaillé ensemble. Je voudrais remercier aussi tous les membres du groupe de travail parce qu'effectivement, au-delà des 4 rapporteurs que nous sommes, de la Commission des Affaires européennes, de la Commission économie, les groupes politiques ont eu à cœur de nous amener aussi des membres du groupe de travail qui ont participé, qui ont auditionné. Et je crois que ça fait la richesse aussi de ce rapport qui est un petit peu copieux puisque, outre la résolution, vous avez un travail de plus de 100 pages qui vous donne le projet PAC, enfin ce qu'on a, nous, dit du projet PAC, et puis vous aurez ensuite toutes les contributions de tous ceux que nous avons auditionnés, et vous allez voir que ça fait un joli roman, hein, si je vais au bout du compte. Je ne sais pas si ça vous permettra de vous endormir le soir, mais en tout cas, ça peut être très utile. Donc, pourquoi aussi nous proposons ce dossier en ce moment? C'est parce que, vous le savez, je suppose, les trilogues commencent à la Commission, au niveau de la Commission européenne, entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement. Le premier, d'ailleurs, portait ces jours-ci sur l'installation des jeunes agriculteurs, qui fait partie des sujets que nous avons réfléchis. Donc, cette réforme qui est réalisée pour la première fois avec une procédure de codécision nous donne aussi, j'allais dire, plus de responsabilités parce que le Parlement européen lui-même a plus de responsabilités dans cette affaire. Et ça depuis, vous le savez bien, l'ouverture qu'a donné le traité de Lisbonne dans ce domaine-là. Donc cette réforme de la PAC a été une des sources principales des tensions sur le cadre financier pluriannuel, il ne faut pas l'ignorer. C'est aussi un sujet qui va ressortir, je me permets de vous le dire, mais vous le savez déjà aussi, dans les négociations qu'il y a entre l'Union européenne et les États-Unis. La politique agricole commune fait partie des sujets débattus, donc on voit bien que c'est un sujet central. Je rappelle qu'elle mobilise près de 40% du budget européen, mais qu'en réalité, on l'oublie trop souvent, c'est seulement 0,5% du PIB européen qui est consacré à l'agriculture, dans la mesure où il s'agit d'une compétence exclusive. Donc il faut toujours nuancer l'énormité du chiffre par ce pourcentage. Il me semble que ça redonne la réalité des choses. Finalement, donc, le débat sur les perspectives financières pour 2014-2020 s'est soldé par une diminution d'un peu plus de 13% du budget agricole. Et c'est une fois de plus celui qui fait les frais du sujet, si je puis dire, c'est le deuxième pilier, c'est-à-dire c'est le développement rural, alors que les aides directes sont peu touchées. Cette baisse est moins forte que certains auraient pu le craindre ou que certains autres pays l'auraient souhaité. Je pense aux amis du dépenser moins, qui sont des opposants classiques à la politique agricole commune. Dans cette négociation, donc, on a perçu quand même une évolution très significative de la position de l'Allemagne, qui s'est rapprochée de celle des pays du Nord et qui se montre donc très réticente, à la fois sur le verdissement des aides du premier pilier et sur la régulation
c'est-à-dire sur tout ce qui fait pour nous la logique de la politique agricole commune versus c'est un aménagement du territoire et ça garde et ça crée des emplois. Donc les États membres s'étaient engagés en 2003 pour une remise à plat de la PAC, en contrepartie d'une stabilisation de ses crédits pendant 10 ans. Donc maintenant, nous en sommes là. Sur quelle base refonder cette PAC? Alors 2 sujets se sont imposés à notre groupe de travail. La répartition des aides et le verdissement. Sur chacun, la Commission européenne a fait des propositions qui, me semble-t-il, vont dans le bon sens, même s'il est difficile de dévier brutalement la trajectoire d'un paquebot comme la PAC. Et pour reprendre l'image d'un de nos intervenants, Marc Dufumier, qui disait, c'est un des premiers que nous avons auditionné, qui disait attention, un paquebot, ça ne se bouge pas comme ça, on est d'accord. Donc, conformément au traité de Rome, l'objectif premier de la PAC reste d'assurer la sécurité alimentaire en Europe. Il faut penser que c'est d'abord chez nous, dans un contexte où la courbe d'équilibre entre l'offre et la demande alimentaire s'est inversée depuis 2005. Le député européen Michel Dantin nous a expliqué, quand on l'a rencontré, que l'on se trouve actuellement dans une situation de déséquilibre comparable à celle des années 60, aggravée par un niveau de prix durablement élevé. Donc là, c'est pas tout à fait les sujets qu'on avait l'habitude de traiter. Alors, à côté de ce défi alimentaire qui justifie à lui seul le maintien d'une PAC forte, se pose la question de l'agriculture durable, alors que les ressources en eau, en terres arables s'épuisent peu à peu. La réforme de la PAC doit être une occasion, donc, pour l'Union européenne de mettre en œuvre une vision forte au service des générations futures. L'Europe ne peut pas se montrer exemplaire dans les négociations sur le climat et ne pas avoir de préoccupation de développement durable dans le domaine de l'agriculture. Il y aurait là incohérence totale. Et puis, il ne faut pas oublier que la préservation de l'emploi agricole et l'équilibre des territoires ont été aussi au cœur de la réflexion que nous avons portée ensemble dans ce groupe de travail. Donc, le budget de la PAC ne doit pas être un chèque en blanc. Pour autant, il diminue et les citoyens sont, me semble-t-il, bien fondés à se demander ce que devient cet argent, à comprendre que l'attribution des aides aux exploitants agricoles pour leur activité de production et leur fourniture est aussi pour une fourniture de biens publics et qu'il y a justice et durabilité à vérifier. Donc c'est ce souci d'équité qui devra porter tant sur la répartition des aides à l'intérieur des États qu'entre les États. Donc au sein des États membres, même avec des aides représentant 40% de leurs revenus, les agriculteurs, là aussi il faut le souligner, on l'oublie trop souvent, ont un revenu significativement moindre que celui du reste de la population. Toutefois, derrière cette situation d'ensemble, il y a des disparités importantes qu'on peut résumer par la formule, vous la connaissez bien, 20% des agriculteurs perçoivent 80% des aides. Ces inégalités ont été accentuées par les cours de certaines productions, principalement les productions céréalières, qui, à l'heure actuelle, sont plutôt en train de crever des plafonds que d'être dans les bas-fonds. Donc la Commission européenne propose de mettre fin au mode de calcul des aides fondées sur les références historiques et de parvenir en 2019, donc il y a du temps, à une convergence interne, c'est-à-dire à un paiement uniforme à l'hectare, à l'échelle de la région ou de l'État. Cette option avait été ouverte dès 2003. En Allemagne, cette réforme est déjà effective. Le groupe de travail soutient le principe de cette convergence interne. Il s'agit donc de la mettre en œuvre, par contre, en respectant le temps qu'il faut pour que tout le monde puisse s'y mettre sans trop de soucis. L'idée d'attribuer une surprime aux premiers hectares, proposée par le ministre français de l'Agriculture, a recueilli un accueil favorable du commissaire européen à l'agriculture, Dacian Cioloș. Elle correspond à un souci de renforcer la compétitivité relative des petites et des moyennes exploitations et de disposer d'un instrument favorisant l'emploi agricole et aboutissant à une meilleure occupation du territoire. Donc nous avons eu un très large débat sur ce point afin de voir si on pouvait même doubler cette surprime aux tout premiers hectares afin de donner un soutien supplémentaire aux petites fermes sur le modèle de l'indemnité compensatrice du handicap naturel. La proposition qui figure dans notre proposition de résolution a été nuancée. Tout le monde ne la pense pas pareil et ça fait, je pense, partie des points que nous aurons discutés.
Même chose, nous aurons peut-être à discuter sur le plafonnement des aides, qui est proposé grosso modo à 200 000 hectares, avec une dégressivité à partir des 200 000 euros, parce que si c'était des hectares, ça serait immense, avec une dégressivité à partir des 200 000 euros. C'est pas un consensus, on peut peut-être y réfléchir ensemble, mais on a préféré vous poser l'entièreté du thème du débat sur la table. Donc c'est effectivement un équilibre qu'il faut le trouver entre les exploitations, des grandes exploitations, et puis celles qui ont plus de questions, de problèmes. C'est sûr que les céréaliers dont les prix flambent n'ont pas tout à fait les mêmes problèmes que les éleveurs qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc, s'agissant de la convergence externe des aides, la solidarité européenne s'impose à plus de 90% des aides directes. Le groupe de travail soutient donc sa mise en œuvre. Toutefois, cette convergence externe devrait s'apprécier au regard des équilibres sur les deux piliers et sur la politique de cohésion avec les différentiels de situation économique, sociale et fiscale. L'autre point majeur de la réforme touche ce qu'il est convenu d'appeler le verdissement des aides. Actuellement, hormis les mesures de conditionnalité, qui ne sont pour la plupart que de simple respect de la législation, et les mesures agroenvironnementales qui dépendent du développement rural, la plupart des aides de la PAC sont décorrélées de la prise en compte de l'environnement. Sans qu'il soit question en aucune façon d'opposer les agriculteurs et le reste de la société, il est légitime de voir comment les aides de la PAC peuvent corriger ce qu'on appelle les externalités négatives. Les gains de productivité que l'agriculture a enregistrés au cours des dernières décennies, tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça stagne. Souvent, ça s'est fait au prix d'une pression forte sur l'environnement, avec des conséquences fortes aussi sur l'eau et sur les sols. Donc, je souhaite rappeler quelques exemples. 45% des sols sont exposés à des problèmes de qualité aujourd'hui, attestés par de faibles niveaux de matière organique. Un rapport du Conseil d'État a rappelé en 2010 les pollutions de l'eau d'origine agricole. Un récent rapport du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé met en lumière l'ensemble des pratiques, pas seulement agricoles, mais aussi industrielles et commerciales, et n'intègre pas suffisamment la préoccupation des effets sur la santé, tant des citoyens et des exploitants agricoles qui ont recours eux-mêmes aux pesticides. Donc l'agriculture étant une des seules activités à même d'atténuer les effets du changement climatique en stockant le carbone, il faut aussi lui reconnaître cette qualité-là qui n'est souvent pas assez mise en avant. Donc la proposition de la Commission européenne de conditionner le versement de 30% du montant des aides directes au respect de 3 mesures constitue une orientation positive car elle introduit une notion de couplage environnemental des biens publics. Donc ce paiement vert sera soumis à 3 conditions dont chacune devra être respectée. La première est la diversité des cultures, consistant en l'obligation d'avoir au moins 3 cultures différentes, aucune ne devant couvrir moins de 5%, et la principale n'excédant pas 70%. Deuxième condition, le maintien des prairies permanentes sur au moins 95% des surfaces de référence en prairies permanentes, déclarées en 2014. La troisième porte sur le maintien de 7% de la surface éligible en surface d'intérêt écologique, c'est-à-dire les jachères, les bandes tampons le long des cours d'eau, les haies, les bandes enherbées. L'agroforesterie, d'ailleurs, peut rentrer aussi dans cette catégorie-là. Reconnaissons-le, les agronomes s'accordent pour dire que ces mesures ne seront pas à elles seules à la mesure des défis écologiques et climatiques. Toutefois, compte tenu des fortes pressions sur le principe même du verdissement sur le premier pilier, apparu d'ailleurs tant au Parlement européen qu'au sein des États membres, l'approche de la Commission européenne peut être soutenue. Notre groupe de travail considère que le verdissement doit être constitué des mêmes mesures pour l'ensemble des États. Le risque, c'est effectivement qu'il y ait une renationalisation rampante, si je puis m'exprimer ainsi. S'agissant de la diversification, ce n'est pas celle des cultures qui est source d'externalités positives, mais plutôt la question de la rotation, qui permet de réduire les intrants chimiques. Il faudrait donc tendre vers une rotation de quelle culture, ce serait l'idéal, avec au moins une légumineuse, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça permettrait de participer à notre indépendance de protéines. Je me permets de rappeler, pour ceux qui suivent encore les débats de l'OMC, que si les oléagineux sont sous le regard de l'OMC, les protéagineux, eux, sont libres. Donc, plus on fait des protéagineux, plus on se protège aussi du côté, j'allais dire, des marchés internationaux. Je crois que ça aussi, c'est à peut-être souligner plus que ça. Donc, il y a un bénéfice réel sur les surfaces d'intérêt écologique, et peut-être pourrait-on même proposer d'aller plus loin, et même jusqu'à 10%. On sait qu'aujourd'hui, les exploitations françaises respectent déjà à un taux de 4% ces surfaces écologiques. Donc on ne part pas non plus de zéro.
Donc, en terminant sur les aides directes, je soulignerai l'importance pour chaque État membre de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour des aides couplées au nom des motifs environnementaux et économiques. S'agissant du développement rural, on regrettera qu'il ait fait les frais des arbitrages budgétaires alors que c'est par lui que passe l'essentiel des mesures de soutien aux territoires ruraux et aux modes de production innovants. Regrettons aussi la baisse des taux de cofinancement dont il ne faudrait pas qu'elle laisse présager un mouvement de renationalisation de la PAC. Il est important que cette politique demeure vraiment commune. J'entends par là qu'elle reste une politique de solidarité européenne. C'est bien une logique de solidarité. Je rappelle, l'exemple est malheureusement récent, les fraudes à la viande de cheval, vendues comme viande de bœuf, et qui ont démontré largement, si c'était encore nécessaire, la pertinence de circuits courts et des circuits de qualité. Donc, il pourrait être développé en s'appuyant sur la restauration collective, publique et privée, ce qui impliquerait sans doute une inflexion de notre législation, ça c'est national, sur les marchés publics, y compris pour favoriser le développement de l'agriculture biologique. J'en terminerai par la grande insuffisance des propositions de la Commission concernant les mesures de régulation. Sur ce point, on nous propose de poursuivre le mouvement engagé depuis la réforme de 92. Hormis les inflexions sur le droit de la concurrence amorcée lors des discussions sur le paquet lait, ce qui permet aux organisations de producteurs de négocier sous certaines conditions les prix et les volumes avec les transformateurs, les mesures proposées par la Commission européenne ne sont pas le prolongement du filet de sécurité existant. Et ça, c'est un vrai danger. Nous partageons donc, me semble-t-il, avec Hervé Guémard, une vive inquiétude quant à la disparition des quotas laitiers en 2015. En effet, la contractualisation, qui se voulait être une mesure de substitution à ces quotas, démontre largement ses insuffisances. Il serait nécessaire donc de l'adosser à des mesures de gestion de l'offre. L'amendement présenté au Parlement européen consistant à aider les producteurs de lait qui limiteraient leur production en cas de crise semblerait une voie intéressante, mais il ne faudrait pas, une fois de plus, que ce soit les petits producteurs qui en fassent les frais au bout du compte. Je sais aussi, me semble-t-il, qu'Hervé Guémard, comme l'ensemble du groupe de travail, est favorable à ce qu'une inflexion soit engagée au niveau européen sur la possibilité d'introduire des aides contracycliques. L'argument de la compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce ne tient pas. Je rappelle donc que le Farm Bill américain prévoit de telles mesures et qu'il est parfaitement supposé compatible avec les règles de l'OMC. S'agissant de la régulation, Philippe Armand-Martin vous parlera des droits de plantation des vignes, sujet qui lui tient à cœur comme à nombre d'entre nous, mais on a aussi, je me permets, parlé du sucre et de ce qu'il fallait aussi faire pour protéger en particulier les départements et territoires d'outre-mer. Je laisse donc maintenant la parole à Hervé Guémard pour qu'il vous donne à son tour son sentiment sur cette proposition de résolution européenne. Oui, Madame la Présidente, moi je voudrais également me féliciter de l'excellente ambiance de travail constructif qui a présidé dans notre groupe conjoint de la Commission des affaires économiques et de la Commission des affaires européennes et remercier nos deux collaboratrices de chacune des deux commissions pour le formidable travail qu'elles ont fait et je pense d'ailleurs que le rapport qui sera publié de ce point de vue est en ce moment, au-delà de la conjoncture de la réforme de la politique agricole commune, un excellent travail de synthèse sur les grandes problématiques des politiques agricoles. Alors, très brièvement, quelques remarques complémentaires. Première remarque, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, mais je réinsiste là-dessus, c'est la première fois que nous avons une réforme de la politique agricole commune avec le mécanisme de la codécision avec le Parlement européen. Auparavant, c'était une négociation qui se terminait par rétrécissement successif au petit matin de marchands de tapis entre le commissaire et les ministres de l'Agriculture. Désormais, nous avons le trilogue, puisque c'est le mot qui convient, avec le Parlement européen sur les différents sujets de blocage qui sont sur la table. Dans le contexte du blocage ou du désaveu du Parlement européen à l'accord budgétaire qui a été négocié, ce qui veut dire qu'il est extrêmement difficile de savoir dans
je ne dis pas quelques semaines, dans quelques mois, ce qu'il en sortira vraiment. Déjà, la procédure qui a prévalu pendant 4 décennies avait des résultats parfois insolites. Là, je pense qu'on peut strictement faire aucune prédiction sur les fumées blanches qui sortiront. Donc ça, c'est quand même une première. Donc nous intervenons à un moment intermédiaire avant que les résultats des trilogues ne soient connus. Et c'est pourquoi il est important que le Parlement français fasse entendre sa voix à ce moment précis. Deuxième observation, toujours sur ce premier point qui est le contexte, c'est la première fois qu'on réforme à plus de 15. Puisque je vous rappelle qu'en 2003, on a réformé la PAC avant l'élargissement. Quelques semaines ou quelques mois avant l'élargissement. Donc les pays qui nous ont rejoints ont vu une PAC qui a été non réformée par eux, si je puis dire, puisqu'elle a été réformée par les 15 États membres et qui a été valable pour les pays qui nous ont rejoints. Donc c'est la première fois que l'on réforme à aussi nombreux, si je puis dire, et avec des économies agricoles qui sont très différentes entre les économies des pays historiques de l'Union qui ont 40 ans ou plus de politique agricole commune derrière eux, et des pays qui n'ont que quelques années de politique agricole commune derrière eux, avec pour certains d'entre eux une part de la population active dans la population agricole qui était celle de l'Europe de l'Ouest des années 60 ou même des années 50 comme pour la Roumanie. Donc c'est vraiment un contexte très spécifique. Deuxième remarque, c'est la déception que l'on n'ait pas mis collectivement à profit ces 10 années de paix budgétaire pour avoir un projet plus ambitieux de réforme de la politique agricole commune. Puisque quand on a négocié en 2003 à Luxembourg 10 ans de paix budgétaire, c'était pour dire pas qu'aux États, aussi aux agriculteurs et à leurs organisations professionnelles, voilà, on a 10 ans devant nous, donc on n'a pas l'angoisse de devoir tout réformer dans 5 ans, donc on a 10 ans devant nous pour écrire une nouvelle politique agricole commune, et on se rend compte que le résultat, en réalité, est bien modeste, souvent hésitant, et en tout cas qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de vraie vision d'avenir, notamment dans le nouveau contexte international dans lequel nous sommes. Et ça, c'est ma troisième remarque, c'est ce que j'appellerais la mémoire reptilienne. Parce qu'on voit bien que sur l'attitude des différents États membres et sur l'attitude collective par rapport aux politiques agricoles, la mémoire reptilienne est extrêmement importante. Par exemple, un pays comme l'Angleterre, qui a toujours eu des approvisionnements à bas prix basés sur la spécificité de son empire, qui n'a pas beaucoup souffert de la faim, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas la même attitude que les pays continentaux, qui ont connu des disettes ou des pénuries, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dépendaient de l'étranger pour être nourris en 1945. Donc la conception continentale d'une politique agricole forte pour ne pas être dépendant de l'étranger, entre guillemets, est plus prégnante dans les pays du continent que les pays plus ouverts sur l'extérieur. Je me souviens d'ailleurs que lors de la précédente législature, nous avions auditionné Alain Lamassoure sur les questions budgétaires et on parlait de la PAC et Alain Lamassoure disait « mais nos collègues britanniques n'ont jamais eu de problème grave de pénurie parce que même au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même des bateaux qui arrivaient et qui amenaient de la nourriture, donc ils n'ont pas génétiquement la même vision des choses que nous. » J'ajoute dans cette mémoire reptilienne, c'est que au cours de la décennie qui s'est écoulée, notamment à la fin de la décennie, à partir de 2007-2008, on a un changement complet, me semble-t-il, de perspective, mais qui n'est pas encore intégré par tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant les crises alimentaires de 2007-2008, le lieu commun, la pensée unique était de dire on produit trop et il faut surtout moins produire. Quand
un ministre de l'Agriculture européen dans une enceinte internationale disait que l'agriculture était une activité noble et qu'il faudrait produire pour nourrir le monde, on se faisait excuser des protectionnistes, de vouloir défendre nos paysans, etc., etc. Maintenant, on se rend bien compte avec les projections démographiques, avec l'augmentation de l'intensité nutritionnelle de la consommation dans des pays comme la Chine et avec ce que l'on a vu sur les pénuries et les crises alimentaires, on voit bien que les politiques agricoles sont légitimes partout, au nord comme au sud, et au sud comme au nord. Mais dans le débat mondial, notamment dans l'enceinte de l'OMC, ou ce qu'il en reste, parce que le cycle de Doha est quand même un échec durable, même si à la fin de l'année, il y a une relance à Bali qui est tentative, comme disent nos amis anglo-saxons, on se rend bien compte qu'on n'a pas encore complètement changé de paradigme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette réforme est une réforme un peu à mi-chemin ou à mi-parcours, et j'allais dire qu'il faut déjà préparer la prochaine pour prendre en compte ces données mondiales en matière de besoins d'alimentation d'une part, et d'autre part de lutter contre la spéculation sur les prix agricoles, dont je rappelle que cela avait été une des priorités de la présidence française du G20. Quatrième observation, évidemment qu'on parle de la PAC et des outils de la PAC parce que c'est le sujet, mais il y a tout le reste. Et en matière de politique agricole, les politiques nationales, notamment les politiques fiscales, les politiques de compétitivité, la prise en compte du coût de la main-d'œuvre, la prise en compte ou pas des normes et de l'intensité des normes est au moins aussi importante que les politiques agricoles. Par exemple, on se rendra compte, avec une vision un peu rétrospective, que la percée de l'Allemagne dans l'exportation de produits agricoles au cours de la dernière décennie n'est pas liée à la politique agricole commune, puisque tous les pays sont à peu près logés à la même enseigne sous la marge des adaptations nationales, mais tient au fait que dans les productions agricoles qui sont consommatrices de main-d'œuvre, l'avantage compétitif allemand, on l'a vu aussi en matière de politique agricole, notamment dans des secteurs comme les fruits et légumes, qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Donc, quand on parle politique agricole, il faut toujours avoir aussi l'environnement social et fiscal qui est au moins aussi important que la politique agricole commune. Et ça, on le néglige souvent, donc c'est pour ça que je le rappelle. Cinquième remarque, si on essaye de resituer cette réforme dans l'histoire maintenant cinquantenaire de la PAC, je crois qu'on est passé très brièvement par plusieurs stades. On a un premier stade qui est la PAC initiale, qui était un soutien à la production. Et quand je dis à la production, ce ne sont pas toutes les productions, je le rappelle, puisque dans les organisations communes de marché qui ont été mises en place dans la décennie 60, on s'est occupé du sucre, on s'est occupé des viandes rouges, on s'est occupé des céréales, on s'est occupé du lait, mais les autres productions n'étaient pas concernées par les OCM. La viticulture, certes, il y avait une OCM avec les droits de plantation et des crédits modestes d'ailleurs pour faire de la distillation de crise, mais il n'y a jamais eu d'aide financière à la production du vin, contrairement à ce que certains pensent. On n'a jamais eu d'aide financière à la production de viande blanche, c'est-à-dire poulet ou volaille ou porc. On n'a jamais eu d'aide financière pour les fruits et légumes. Donc la PAC, contrairement à une idée reçue, n'a jamais été universelle. Donc la première PAC, c'était une PAC qui s'occupait de certains produits. Parce qu'à un moment donné, les acteurs de la filière, les États membres et Bruxelles, se sont entendus pour créer une organisation commune de marché substantiel. On a un deuxième moment qui a commencé en 92 avec la réforme dite McCharry, où on est passé de la production aux producteurs. Et donc pour la première fois, les agriculteurs européens, pas tous bien sûr, parce que les producteurs de vin, de fruits et légumes, de viande blanche n'ont pas touché d'argent, mais ceux qui étaient concernés par les OCM initiales n'ont plus été aidés par le biais du prix à la production, mais ont été aidés par ce qu'on a appelé les aides directes. Donc ça, c'était la deuxième grande étape, c'est la réforme de 92. Maintenant, nous sommes dans une troisième étape
qui était déjà en filigrane dans la réforme de 2003, mais qui ne sait pas dire son nom, c'est-à-dire qu'on hésite à passer, on a eu la production, après on a eu le producteur, et maintenant on se dit on va aider le territoire, les surfaces. Et ça, c'est toute la logique du découplage, qui était déjà décidé en 2003, même si la France a obtenu à l'époque qu'on puisse recoupler certaines aides et a usé des possibilités de redécouplage, qui est une perspective complètement différente. C'est-à-dire qu'on considère, je caricature, enfin je grossis le trait, que en réalité la politique agricole désormais, c'est une sorte de politique de soutien au territoire avec un filet social de sécurité, pour dire les choses de manière un peu abrupte et peut-être un peu caricaturale. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose si on s'oriente durablement vers cette politique. Là, comme l'a dit Daniel Leroy, la question de la gestion des marchés est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que cette politique territoriale peut avoir des côtés absurdes, parce qu'on aidera des producteurs alors qu'ils n'en ont pas besoin parce que les cours sont élevés, et on ne les aide pas assez quand les cours sont bas. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qu'on appelle les politiques contracycliques, et on sait que ces politiques contracycliques sont très critiquées, parce qu'on est toujours sur les souvenirs des montagnes de beurre congelées et des poudres de lait des années 70, où effectivement la PAC de grand-papa, après des succès initiaux éclatants, a eu des effets pervers. Mais je pense que maintenant on est dans une autre époque et qu'on doit pouvoir trouver des mécanismes de régulation de marché qui permettent d'obvier les défauts de la PAC de la fin des années 70. Alors, sur ce qui a été dit et sur les innovations de cette réforme, je ne reviendrai pas sur tout ce que Daniel Leroy a dit. Premièrement, sur la question du verdissement. Bon. Il y a des choses nouvelles, mais globalement, il y avait déjà beaucoup de choses dans les précédentes réformes. Je veux dire, quand on parle des bandes enherbées, par exemple, on a tous négocié sur cette question il y a déjà maintenant assez longtemps. Donc on a un accomplissement, j'allais dire, du verdissement qui me semble aller dans la bonne direction, à la fois sur le premier pilier et sur le second. Mais ce qui me semble aussi, puisque le président de la République a parlé récemment d'un choc de simplification, c'est qu'il faut ce choc de simplification aussi pour les agriculteurs français. Parce que c'est un sujet qui n'est pas d'aujourd'hui, je le dis, je mets tout le monde à l'aise, qui ne date pas de ce gouvernement, donc c'est pas du tout une réflexion politicienne, mais elle est politique au meilleur sens du terme. On se rend compte quand même qu'il y a un fatras de contraintes réglementaires pour les agriculteurs français, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient appliquées avec le même zèle partout en Europe, et donc là encore distorsion de concurrence absolument évident, sans compter quand on parle avec les paysans de l'espèce de désespérance que cela procure, avec des règles qui bougent sans cesse, avec un coût de mise en œuvre qui est très élevé et une sorte d'insécurité totale qui ruine la confiance dans l'avenir. Et ça coûte pas très cher, même pas cher du tout, mais ça permet de redonner de l'espoir et de la visibilité à des professions qui sont souvent désespérées. Regardons de près le phénomène du suicide des agriculteurs. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui me semble être extrêmement important, comme clignotant et même comme feu rouge par rapport à cette politique. Deuxième observation, je trouve que dans cette réforme, la prise en compte des territoires défavorisés est une chose extrêmement importante. Et peut-être faut-il rajouter, je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues élus du littoral, mais j'ai le souvenir que pour prendre en compte la spécificité des agricultures îliennes et des agricultures de marais dans les régions, notamment Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de Loire,
il faudra peut-être, Daniel, si on est d'accord, qu'on rajoute la mention, parce que c'est des sujets, me semble-t-il, très importants localement, peu importants en vue de Bruxelles, mais qui localement sont extrêmement importants. Donc ça me paraît quelque chose d'important. Troisièmement, sur la question surprime aux premiers hectares, plafonnement, je pense que c'est une chose qui va dans le bon sens. D'ailleurs, nous avions commencé avec les indemnités qui compensent le handicap naturel, puisque nous avions doublé la prise en compte des 25 premiers hectares, pour bien manifester qu'il fallait défendre les petites et moyennes exploitations. Donc, moi, qu'on surprime les 50 premiers hectares, comme le souhaite le ministre Le Foll, me convient tout à fait. Sur la question du plafonnement et donc de la dégressivité pour y venir, là aussi, moi, j'ai pas d'objection de principe. Antoine Herth fera ses propres remarques devant la commission des affaires économiques. Il faut qu'on regarde sur la question de l'impact que ça peut avoir pour un certain nombre d'exploitations, mais je pense que sur cette question du plafonnement, c'est pas la France qui sera le pays le plus gêné, puisque c'est nos collègues britanniques et allemands qui, en général, très discrètement, tuent toutes les dispositions pour plafonner les aides, parce qu'évidemment, compte tenu de la structure d'agriculture de ces deux pays, ils ont plus de grandes et très grandes exploitations que nous. Enfin, dernière remarque, et là on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, il faut bien qu'on ait des points de désaccord, du moins de divergence d'appréciation, c'est sur la question de la gouvernance régionale. Parce que il est mis dans le rapport, la formule est dit il faut améliorer la gouvernance régionale du deuxième pilier de la PAC dans des cadres ou des règles d'interprétation nationale ou communautaire. Moi je suis d'accord, évidemment, pour qu'on prenne en compte les spécificités régionales, mais je pense que déléguer aux régions, collectivités territoriales, j'entends, la gestion des crédits du deuxième pilier de la PAC me semble extrêmement hasardeux. Voilà. Que l'on prenne au niveau national des mesures d'adaptation régionale en fonction des agricultures différenciées, je suis d'accord, mais dire les régions doivent gérer le deuxième pilier comme elles ambitionnent de gérer le FEDER, moi je ne suis pas favorable à cet aspect des choses. J'ajoute que en France, nous avons la chance que les régions et les départements, donc conseils régionaux et conseils généraux, comme on les appelle encore, ont tous des politiques agricoles efficaces et discrètes, si je puis dire, et il faut qu'elles le restent, si vous voyez ce que je veux dire, qui permettent de faire du cousu humain par rapport à la spécificité de certains problèmes locaux. Donc je pense qu'on a déjà aujourd'hui une marge d'adaptation régionale par la politique volontariste des collectivités territoriales. J'oubliais d'ailleurs les communes, parce que certaines communes ou certaines communautés de communes mènent des politiques agricoles ciblées qui sont tout à fait intéressantes, parce que cette marge d'adaptation de l'initiative des collectivités territoriales est très importante, parce que, par exemple, je prends un sujet qui est très important comme celui du développement, et c'est mis dans le rapport, des circuits de commercialisation directe. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je pense que s'embarquer là-dedans pour obtenir des rédactions idoines dans des règlements européens, ça va être la croix et la bannière, alors qu'il suffit que localement les élus regardent avec les acteurs locaux comment on se débrouille dans des contrats de développement territorial, et en général les choses se passent plutôt très bien dans la discrétion et l'efficacité. Voilà, moi les quelques remarques que je voulais faire sur ce rapport. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de vous en présenter le détail, on va laisser la parole à Philippe Armand-Martin pour qu'il nous dise un petit peu plus sur les droits de plantation des vignes, ou après, comme tu préfères, Philippe. Hein ? Oui. Merci. Bien, merci Madame la Présidente.
Mes chers collègues, effectivement, il y a un secteur bien spécifique aussi qui est la viticulture, la filière viticole. Il est évident que en 2008, la décision qui avait été prise par Bruxelles concernant justement la filière viticole ne convenait pas, puisqu'on avait obtenu la libéralisation totale des droits de plantation. Ça veut dire qu'on pouvait planter de la vigne partout, n'importe où, et notamment en périphérie de nos grands vignobles de la France qui pourraient leur porter tort. Donc ça avait des conséquences énormes au niveau économique pour toute la filière, ça avait des conséquences sociales et ça avait des conséquences aussi sur l'environnement et les paysages viticoles. Parce qu'il est évident que si aujourd'hui nous avons nos grands vignobles qui sont plantés en grande majorité sur les plateaux ou plutôt sur les coteaux, on aurait eu tendance à cette époque de planter plutôt en plaine, puisque c'est beaucoup plus facile à travailler, évidemment, donc ce qui fait que les coteaux se seraient retrouvés nus, et on aurait aussi planté un petit peu partout, ce qui fait qu'on se serait retrouvé avec des quantités importantes de vin à moindre qualité. Alors c'est pour ça que on a souhaité justement les parlementaires européens et puis les différents parlements, et notamment les députés français que je tiens ici à remercier aussi, qui ont fait un travail énorme, à convaincre la Commission, chose qui n'a pas été facile, et notamment le commissaire Ciolos, pour qu'on puisse revenir sur cette réforme en la rattachant à la PAC. La PAC qui était le seul texte législatif sur lequel on pouvait s'appuyer. Parce que la fin de la régulation était prévue pour 2016. Donc le monde de la viticulture s'inquiétait notamment à savoir si on reviendrait sur cette décision ou pas. Donc plus d'investissements, plus de jeunes qui s'engageaient aussi dans cette filière. Alors comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, les propositions législatives de la Commission en matière de régulation sont insuffisantes. Elles s'inscrivent donc dans une orientation générale de dérégulation des instruments de la politique agricole commune. Alors sur ces droits de plantation, puisque la fin était prévue pour 2016 ou 2018 selon les États membres, donc les États membres et les producteurs, avec l'appui des parlementaires, nous a permis de rouvrir les discussions au sein d'un groupe qu'a souhaité le commissaire. On appelait ça le groupe à haut niveau depuis mars 2012. Donc le groupe à haut niveau a fourni un document de base sur lequel le Parlement et le Conseil ont travaillé. Donc un nouveau dispositif de régulation est proposé. Alors il s'appuie non plus sur un dispositif d'interdiction, mais sur un principe d'autorisation de plantation. Alors ça s'appliquerait bien sûr à tous les États membres, ça couvrira en plus toutes les catégories de vins, y compris les vins sans indication géographique. Il s'agit là d'une évolution importante, alors de la Commission européenne, bien sûr, qui avait plaidé pour une régulation du potentiel limitée aux seuls vins sous signe de qualité et d'origine. La gestion du dispositif serait de la responsabilité des États membres, qui justifieraient les autorisations en fonction de critères économiques, qualitatifs ou de préservation de la notoriété, c'est-à-dire suivant le marché aussi. Alors les principaux points du dispositif: la plantation de vigne ne serait possible que sur autorisation, premier point. L'autorisation de plantation serait gratuite et incessible. Les plantations nouvelles seraient encadrées par un plafond communautaire annuel d'augmentation seulement de 1% du vignoble, avec la possibilité pour les États membres de définir un pourcentage inférieur et de le limiter au niveau régional. Ce qui ferait à peu près en France, puisqu'on a 850 000 hectares, 1%, ça représenterait quand même pas mal, ça ferait 8 000 et quelques hectares de plantés tous les ans. Si les demandes dépassent la limite prévue au niveau de l'État membre, il y aura application de critères de priorité. Les États membres pourront prendre en compte les recommandations, s'appuyer sur les recommandations des organisations professionnelles, suivant le marché. Pour les producteurs qui arrachent, l'autorisation de plantation serait automatique et les autorisations ne seraient pas comprises dans le pourcentage de nouvelles plantations. Les droits de plantation qui étaient valables jusqu'en 2016-2018 et qui n'avaient pas été utilisés pourront être convertis en autorisation. Enfin, l'entrée en application du nouveau système
est prévu au 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans, ce qui me paraît un petit peu court. En effet, dans la mesure où la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les droits de plantation constituent une atteinte aux droits de propriété, il n'est pas possible d'instaurer un dispositif pérenne comme on l'avait souhaité. Donc, la proposition de résolution qui vous est soumise aujourd'hui demande que ce délai soit porté à 2030, ainsi que le demande le Parlement européen. Donc, on s'appuie sur le Parlement européen avec une clause d'évaluation en 2024. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous prenions la résolution, qui est un article unique. Je vous fais grâce des considérants et des vues, si vous en êtes d'accord, pour passer au point, puisque nous en avons préparé quand même 28. Donc 28 points qui sont... alors le premier, donc, qui rappelle que le budget de la PAC représente moins de 0,5%, je veux dire, trace le décor. Hein, donc, et rappelle qu'il y a une volonté de baisser les crédits de la PAC. Le deuxième estime que la réforme de la PAC doit contribuer, alors là on a fait un choix, à soutenir l'emploi, ce qui explique une réallocation des aides à l'échelle nationale, des instruments de régulation assurant une visibilité sur les revenus, ainsi qu'une aide substantielle à l'installation afin de relever le défi générationnel de l'agriculture européenne. Je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui est en train de se jouer quelque part tout de suite à Dublin. Mais là, pour le coup, les Irlandais sont des alliés pour l'installation des jeunes agriculteurs. Souligne que la dépendance de l'Union européenne à l'égard des importations de protéines végétales est source d'insécurité et pèse sur les coûts de production et demande en conséquence que les instruments de la PAC participent à la relance de la production de protéines végétales. Rappelle que la sécurité alimentaire suppose la prise en compte des préférences collectives des consommateurs, de l'exigence de qualité et de traçabilité des aliments, ainsi que le respect pour les produits importés des normes que l'Europe impose à ses exploitants. Demande la mobilisation des outils disponibles de la PAC en faveur de l'élevage, au nom de sa valeur ajoutée économique et sociale et des enjeux d'équilibre des territoires, de préservation de l'environnement et de souveraineté alimentaire. Approuve l'abandon des références historiques et le principe de convergence interne des aides directes, mais estime que leur mise en œuvre doit respecter la diversité des agricultures et ménager une période de transition suffisante. Salue la possibilité d'allouer une surprime aux 50 premiers hectares permettant à la fois de favoriser l'emploi et de prendre en compte la diversité des exploitations. Demande que la possibilité reste ouverte d'accorder une surprime supplémentaire pour les tout premiers hectares. Souhaite que la mise en place d'une aide par exploitation dégressive à partir de 100 000 € est plafonnée à partir de 200 000 €. Se félicite du maintien du principe d'un fonds d'aide aux plus démunis, mais déplore la baisse de son financement et les aménagements qui menacent de la dénaturer. Plaide pour que soit ouverte la possibilité d'affecter aux aides couplées à la production 20% des enveloppes nationales pour des motifs environnementaux, d'aménagement du territoire et économique. Souscrit à la proposition de la Commission européenne de conditionner le versement de 30% des aides du premier pilier à la mise en œuvre de mesures dites de verdissement afin de rémunérer les agriculteurs pour leur contribution à la protection de l'environnement. Demande que le verdissement encourage dans toutes ses composantes les systèmes herbagés et soit soumis aux conditions suivantes. Une application des mesures identiques dans l'ensemble des États membres, un système d'équivalence garantissant un niveau d'exigence environnementale strict, un taux de surface d'intérêt écologique de 10% de la surface éligible, une diversification des cultures permettant de s'engager vers une rotation des cultures plus efficace pour la préservation des sols et la limitation des intrants, un maintien effectif du stock des prairies permanentes. Regrette l'insuffisance des propositions de la Commission européenne en matière de régulation qui ne donnent pas à la PAC les moyens de participer à la stabilisation des revenus des exploitants agricoles. S'inquiète des conséquences de la disparition des quotas laitiers, insiste sur la nécessité d'un mécanisme d'ajustement de l'offre à la demande et soutient la proposition du Parlement européen d'attribuer une compensation financière aux producteurs de lait, réduisant volontairement leur production en période de crise. Salue le maintien d'un encadrement des plantations de vignes sous la forme d'un régime d'autorisation des plantations nouvelles, applicable à l'ensemble des plantations, et demande que ce dispositif soit maintenu, comme le propose le Parlement européen, jusqu'en 2030. Estime nécessaire le maintien jusqu'en 2020 des quotas sucriers. Demande que soit étudiée la possibilité de déclencher des mesures d'intervention en fonction non seulement de la variation des prix, mais aussi de la variation de la marge revenant à l'agriculteur, qui peut être également liée aux coûts de production.
propose de supprimer la condition d'absence de position dominante des organisations de producteurs dans le cadre du processus de reconnaissance par les pouvoirs publics pour la transformer en absence d'abus de position dominante afin de rapprocher le droit agricole du droit commun. Considère indispensable d'étudier la possibilité d'introduire une part de contracyclicité, c'est dur à dire, dans l'attribution des aides. Regrette que le développement rural ait fait les frais des arbitrages budgétaires et s'interroge, dans ce contexte, sur la pertinence de prise en charge de dispositifs assurantiels par le second pilier. Estime que la baisse des taux de cofinancement des aides du développement rural va à l'encontre des objectifs de solidarité européenne. Juge pertinent que les États membres consacrent une part minimale de 25% du montant des fonds de développement rural aux actions en faveur du climat et de l'environnement, en prenant en compte les spécificités des départements d'outre-mer. Souhaite que les actions du deuxième pilier soient particulièrement ciblées vers la promotion des circuits courts et de proximité, l'appui à la recherche et à l'innovation, le soutien aux petites fermes et aux modes de production durables et aux agricultures diversifiées. Souligne la contribution des régions agricoles défavorisées au dynamisme des régions rurales, à la préservation de la biodiversité justifiant pleinement des aides compensatrices des coûts de production, comme l'indemnité compensatoire de handicap naturel, demande que la révision des zones défavorisées simples ne mette pas en cause les équilibres de ces zones. C'est là qu'il faudra rajouter les îles et les marais. Il me semble que c'est dans cet article-là ce qu'on fera volontiers. Demande à l'Union européenne de mieux coordonner ses politiques agricoles, commerciales et de développement. Insiste pour que la politique commerciale européenne soit en cohérence avec la PAC, qu'en particulier dans le cadre des négociations multilatérales à l'Organisation mondiale du commerce, les concessions sur le paquet agricole de 2008 soient considérées comme une ligne rouge et que les négociations bilatérales s'engagent sur la base d'études d'impact, prenant en compte les conséquences sur l'ensemble des filières, afin que l'agriculture ne soit pas la monnaie d'échange sur d'autres secteurs offensifs pour l'Union européenne, comme les marchés publics ou les services. Plaide pour la poursuite des efforts au niveau multilatéral de la lutte contre la volatilité des prix des matières premières agricoles et notamment contre les prises de position purement spéculatives des fonds indiciaires. Soutient la création d'un comité européen de lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà la résolution que nous vous proposons et nous prenons bien entendu vos interventions. Alors, Philippe Armand-Martin, non, Philippe c'est fait, excusez-moi, donc Jérôme Lambert. Je suis d'accord sans problème avec ce qui vient d'être dit et sur le projet de résolution. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais avoir votre avis parce que il n'en est pas question précisément tel que je l'entends. En tout cas, chacun de nous s'accorde à dire que ce qui est important dans le monde rural, y compris, bien sûr, c'est la production, c'est la préservation de l'environnement, etc. Mais c'est l'emploi. Ça a été bien entendu évoqué et c'est indiqué tel quel dans la proposition de résolution. Mais a-t-on imaginé un jour, peut-être Hervé pourrait nous le dire parce qu'il a été en charge de ce dossier, mais enfin d'autres le connaissent bien aussi autour de cette table, a-t-on imaginé un jour qu'on puisse, au lieu d'accorder des primes fondées sur la quantité produite comme c'était auparavant le cas, sur l'hectare comme c'est maintenant le cas, en primant espérons-le, les 50 premiers hectares, peut-être en plafonnant aussi comme c'est proposé dans le projet de résolution. Mais peut-on envisager un jour d'ajouter un critère, je ne dis pas que ça doit être le seul, mais un critère en fonction de l'emploi agricole, qu'une exploitation qui fait vivre 10 personnes puisse être finalement, au regard des hectares qu'elle occupe, être finalement plus aidée, on va dire le mot comme ça, primée, qu'une exploitation qui, sur le même territoire, même hectare, ne fait vivre que 2 personnes. Voilà. Est-ce que cette réflexion a cours ou est-ce qu'elle est impossible? Je ne sais pas. Voilà la question que je me pose. Merci Jérôme, je te répondrai tout à l'heure et puis je pense qu'Hervé Guémard aura aussi à répondre. Michel Piron. Oui, pour rebondir sur votre rapport très très intéressant et j'ai hâte de pouvoir en prendre connaissance en entier, c'est très stimulant. 4 questions mêlées d'observations. La première sur la compétitivité. Vous avez évoqué, j'ai pensé en vous entendant à la question de filière.
Vous avez évoqué notamment ce qui se passait en Allemagne, dans le domaine des légumes, mais dans d'autres domaines aussi. Je ne pouvais pas m'empêcher de souhaiter que vous nous éclairiez également, en allant peut-être plus loin, sur les relations en Allemagne entre production, transformation, c'est-à-dire les industriels, et distribution. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, notamment par rapport à la distribution, dans le contexte que vous connaissez, qui est le nôtre aujourd'hui, et pour peut-être la première fois, on voit une véritable coalition ou coagulation entre production et transformation pour demander à la distribution peut-être un peu moins, n'est-ce pas, enfin, une meilleure écoute. Donc j'aimerais avoir votre réaction, notamment en Allemagne. Deuxième question, j'ai bien entendu, bon, on a évoqué la question de la sécurité historique, si vous voulez, des approvisionnements, sur la sécurité sanito-alimentaire, si je puis dire. Hein. Ça me ramène, ça m'envoie un peu à cette observation. Vous parlez de circuits courts notamment. Souvent on évoque les circuits courts à ce propos d'ailleurs, à ce propos. J'aimerais savoir ce qu'on appelle, qu'appelle-t-on exactement circuit court? Est-ce qu'on évoque simplement des distances courtes, et j'entends beaucoup parler souvent quand on parle de circuit court de proximité, ou est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger plutôt sur le minimum d'intermédiaires, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la question de la distance? En d'autres termes, n'y aurait-il pas lieu de préciser ce qu'on entend par et ce qu'on attend d'une telle expression? Et ma dernière question, je l'adresserai tout particulièrement à Hervé Guémard, qui nous a rappelé une histoire un peu plus lointaine des politiques agricoles. Il évoquait la question des stocks, et notamment des montagnes de beurre, n'est-ce pas, le plan Mancholt, on en passe et des meilleurs. En définitive, est-ce que les stocks anciens, qui étaient gérés au fond par la puissance publique, ne sont pas aujourd'hui devenus des stocks nouveaux, gérés par les spéculateurs, qui finalement se chargent même de déréguler le prix, si vous voulez, en jouant sur leur capacité d'achat et de rétention éventuelle? En d'autres termes, est-ce que la régulation ne devrait pas interroger quand même finalement la capacité ou non de stockage, au-delà même de la question de la sécurité alimentaire? Je n'ai plus d'inscrits. Oui, donc Jean-Louis Remégas. Oui, un mot simplement pour dire qu'on est quand même dans un contexte de recul en matière d'ambition de la réforme de la PAC par rapport aux objectifs de 2011. Bon, la résolution que vous nous proposez, évidemment, essaye de rétablir, va dans le sens, disons, du rétablissement des objectifs qui étaient affichés en 2011, mais on est globalement quand même dans une position de recul. Alors recul des aides, 13%, mais recul surtout qualitatif des objectifs fixés. Alors notamment le point sans doute le plus important, c'est la question du plafonnement des aides. Il faudrait peut-être expliciter les enjeux. Vous proposez un plafonnement des aides à 200 000 euros. Je me réjouis d'ailleurs du consensus que ça fait. Le Parlement européen, il y avait une majorité qui était beaucoup moins ambitieuse puisqu'il proposait 300 000 euros. Mais quelle est la Commission, pardon, oui, la Commission européenne. Mais quel est l'enjeu et pour ce qui concerne le groupe écologiste que je représente, nous proposions un plafonnement à 100 000 euros. Pourquoi? Quel est l'enjeu? C'est simple, un plafonnement à 300 000 euros proposé par la Commission, ça permet une redistribution qui concerne, je vous donne le chiffre, 0,12% des exploitations. Et ça permet de redistribuer 1,45 milliard d'euros. Je rappelle, sur un total de 373 milliards d'euros que représente la PAC. Donc c'est vraiment très minime. Le passage à 100 000 euros n'était pas un objectif extrêmement révolutionnaire, ce que nous proposions, puisque ça permettait de toucher 3,5% des exploitations et donc de redistribuer 4,8 milliards d'euros, encore une fois, sur un total de la politique agricole qui s'élève à 373 milliards d'euros. Donc on voit bien quand même qu'il y a un recul là des objectifs, ce qu'on peut regretter. Bon, votre résolution en revanche essaye de rétablir un petit peu un objectif
plus ambitieux de ce point de vue-là. Pour nous, l'enjeu de cette réorientation, c'est évidemment d'aller vers le qualitatif. Bien sûr, il faut continuer à nourrir, Hervé Guémard l'a rappelé, cet enjeu alimentaire en soi, l'enjeu de la productivité existe. Mais aujourd'hui, l'enjeu principal, on le voit bien, c'est un enjeu qualitatif à tout point de vue. D'abord, aller aider des cultures qui n'étaient pas aidées. Moi, je voudrais quand même plaider pour les cultures méditerranéennes, les fruits et légumes en particulier, et la vigne, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça correspond aussi à une évolution des consommations, à une réorientation de la consommation qui est demandée par les consommateurs, qui est encouragée aussi par les nutritionnistes, il faut bien le dire. Et donc, on devrait avoir quand même une politique agricole compatible avec les objectifs sanitaires et les objectifs diététiques. Et en tout cas, on pourrait espérer que notre société évolue vers une politique de l'alimentation de meilleure qualité. Enfin, on peut le souhaiter quand on voit l'état sanitaire du pays et les maladies qui prospèrent chez nous. C'est sans doute lié. Et donc, il s'agit bien d'encourager aujourd'hui cette production de qualité. Et c'est par rapport à ça qu'il faut juger des instruments qui sont mis en œuvre. L'objectif social, c'est non seulement de maintenir des paysans, c'est-à-dire aussi des petites productions, mais c'est aussi faire de l'aménagement du territoire. Il faut à tout prix réinstaller des paysans dans nos terres. Et donc là aussi, c'est par rapport à ça qu'on doit juger cette réforme de la PAC. Voilà, donc j'ai envie de dire merci quand même pour cette résolution qui me paraît le meilleur compromis possible aujourd'hui et qui est meilleur que ce que nous a proposé la Commission européenne. Mais je voudrais quand même rappeler que par rapport aux objectifs annoncés, on est dans une période de recul, peut-être les effets de la crise, mais en tout cas c'est dommageable par rapport, je crois, à l'ambition de nos concitoyens de mieux manger, d'avoir des paysans installés, d'assurer à la fois une sécurité alimentaire, mais aussi une qualité de l'alimentation dans notre pays et en Europe. Bon, merci à vous de vos remarques. Je vais essayer de commencer à répondre et puis Hervé Guémard continuera. Alors, la première chose à laquelle sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté au départ, c'est que cette résolution, elle est destinée à aider quelque part notre ministre qui est en train de discuter, de négocier dans le cadre du trilogue. Et que c'est bien à l'extérieur que nous nous adressons, c'est-à-dire aux autres partenaires, aux autres États de l'Union européenne. Ce qui explique parfois peut-être, c'est pas que nous ayons quelque chose qui vous paraisse pas très global. Mais quand vous verrez après le détail des 106 pages qu'on vous a généreusement préparées en même temps, et puis que vous verrez les différentes contributions de ce qu'on a auditionné, vous verrez qu'on est plus précis. La résolution, c'est toujours comme toutes les synthèses, hein, c'est toujours un petit peu plus global et un petit peu plus ennuyeux. Mais je rappelle aussi l'enjeu, c'est que la présidence irlandaise tient beaucoup à ce que ce soit adopté à Dublin, à juste titre, parce que ensuite la présidence suivante, c'est la Lituanie, si je ne me trompe pas. Et de ce point de vue-là, ça veut dire les pays rentrés récemment, dont certains, pas la Lituanie elle-même, mais elle soutient beaucoup l'Allemagne, et je parle en particulier de l'ex-Allemagne de l'Est pour aller vite, ou la Pologne, qui elles ont, ou la Hongrie, qui elles ont d'immenses surfaces qui sont les sovkhozes transformées et privatisées, si je puis dire, et du coup, tout ce travail patient autour de la surprime, etc., serait peut-être relativement menacé. Donc il faut penser aussi à la logique des échéances et de ce qu'on a essayé de réfléchir par rapport à ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, Jérôme, tu as dit l'emploi. On aurait pu, on a pensé, on a discuté, et le groupe de travail peut en témoigner, sur est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que plutôt que de référence hectare, on fait référence emploi. On sait que là, du coup, si on veut mettre de mauvaise humeur la plupart des autres partenaires européens, c'est ça malheureusement qu'il fallait mettre. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de faire, comme tous les compromis, une cote qui peut paraître un petit peu mal taillée, c'est-à-dire qu'on a gardé la référence hectare, qui est quand même mieux que la référence historique. Moi, quand on a discuté la référence historique, j'étais encore au Parlement européen, et c'est une bataille qu'on a perdue de ce point de vue-là. Donc, si je puis dire, ce compromis fait, et c'est pour cela qu'on a, en premier point, une fois qu'on a fait l'historique, mis la référence emploi tout de suite. C'est une façon pour nous de bien dire que c'est notre préoccupation.
Je comprends bien que ma réponse soit pas parfaitement satisfaisante, mais c'est un petit peu comme cela que nous avons travaillé. Alors ensuite, Michel, par rapport aux compétitivités, tout ce qui se fait en Allemagne. Moi, je propose, parce que c'est beaucoup des questions, non seulement sur les formes, mais sur grosso modo les liens aussi qu'il y a entre agriculteurs, si je puis dire, et surface de commerce. Et ça vaudrait peut-être le coup qu'on auditionne nos amis allemands et qu'on fasse un moment de travail là-dessus et qu'on reprenne, parce que ce que tu as dit, la PAC le gère, mais il n'y a pas que la PAC là-dedans. Donc c'est pas du tout pour fuir le débat, mais au contraire pour qu'on le fasse correctement. En tout cas, ce qu'on a rencontré, on est plusieurs témoins ici, quand on a rencontré nos collègues de la commission agriculture du Bundestag, il n'y avait pas la même position. On était tous front unis, hein, ceux qui y étaient s'en souviennent. On a tous parlé d'une seule voix. En face de nous, on avait ceux qui représentaient les très grandes exploitations, et puis d'autres, les Bavarois ou les grands gens du Bade-Württemberg, qui eux étaient plus sur des positions proches des nôtres. Donc je pense qu'il y a peut-être de quoi les interroger et rediscuter avec eux, parce que ceux qui sont pour ne pas avoir de paiement, ce ne sont pas tous les producteurs allemands, on s'en fout. Hein. Ensuite, donc, sur la sécurité alimentaire ou sanito-alimentaire, ce sont des sujets que pendant longtemps on n'a pas vus. Donc ils sont nouveaux, ils arrivent. Moi je vais vous prendre un exemple de ce qu'on a vécu ces jours-ci et qui n'a apparemment rien à voir. Il y a eu dans beaucoup d'endroits, beaucoup de villes de France, dont Paris, une séquence forte de pollution de l'air. 2 grands polluants. La circulation, tout le monde le sait. Le deuxième, c'était les polluants agricoles principalement du bassin parisien, qui sont arrivés jusqu'en Auvergne et jusqu'ailleurs. Donc, on voit bien que, et effet sur la santé. Donc, on voit bien que les choses sont complexes. Elles n'étaient pas là avant, elles sont là maintenant. Il faut bien qu'on les intègre dans notre réflexion, si je puis dire. Alors, après, pour les filières courtes, j'allais dire ce que tu as défini, Michel, les circuits courts, c'est la proximité et c'est la production locale. Mais c'est aussi tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand on parle de circuit court, on est surtout sur arrêtons de faire de l'élevage, on fait naître le veau en France, on l'envoie comme broutard en Italie, il revient se faire abattre en Pologne, parce que maintenant c'est à peu près ça, il est découpé en Espagne et il revient dans nos barquettes à Carrefour ou un autre dans une grande surface. C'est cela le problème, hein, c'est ça, c'est le voyage. Donc circuit court, si on garde circuit court, c'est parce que, me semble-t-il, c'est beaucoup plus souple de faire la logique de gérer, mais c'est bien la logique de l'intermédiaire qu'on questionne là beaucoup. Avec la logique d'un seul intermédiaire n'est-il pas suffisant? Hein, c'est un petit peu cela, mais peut-être qu'Hervé donnera aussi son analyse. Mais en tout cas, le groupe, quand on a travaillé là-dessus, c'était bien cette notion de commercialisation. On arrête cette balade telle que je viens de la décrire et on fait une commercialisation plus traçable, plus transparente et un seul intermédiaire. Et puis, dernière remarque que je voudrais faire, plafond sur la logique aussi des questions qu'on se pose par rapport à l'historique de l'image des surplus, c'est que si on tient tellement au contrat cyclique, c'est bien pour garder des formes de filet de sécurité, si je vais un petit peu vite dans ma réponse. Et c'est pour effectivement protéger aussi bien les agriculteurs d'ailleurs que les consommateurs, une fois de plus, et les emplois dans cette affaire. Et puis, plafonnement, le plafonnement, on a essayé de trouver, là aussi, c'est un petit peu comme la réponse pour Jérôme, on a essayé de trouver une formule qui aide le ministre qui négocie. On sait bien que déjà proposer un plafonnement à 200 000 euros, alors que la Commission a proposé 300 000 euros, c'est une vraie bataille. Donc, la position de compromis, c'est là où on peut tenir la bataille. Que après on dise, parce qu'on a une sensibilité politique spécifique, que bien sûr il faudrait faire mieux, c'est bien de le faire entendre aussi. Mais là, on a essayé de faire un rapport qui puisse ramasser tout le monde, si je puis dire. Voilà, je laisse Hervé compléter. Oui, quelques brèves remarques sur la question de Jérôme Lambert et sur l'emploi. 2 remarques. La première, c'est que dans notre proposition de prise en compte des premiers hectares,
que ce soit 25 ou 50 désormais, cette notion d'emploi est évidente, puisque les premiers hectares sont plus emploi intensifs, si je puis dire. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'on avait réformé l'ICHN à l'époque, en 2004, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un agrandissement excessif des exploitations et donc qui détruisait de fait de l'emploi. Donc ça, c'est une première réponse, sans doute imparfaite, mais qui, je pense, est efficace et concrète. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas apprécier l'emploi dans toutes les filières de la même façon. Parce que, là je raisonne sans filet, mais ce que j'ai jamais envisagé cette question sous cet angle-là, mais si on réfléchit, on voit bien qu'on a 3 cas de figure différents. On a les grandes cultures où il y a peu d'emplois par rapport à l'hectare par définition. On a des productions comme les productions végétales où on peut avoir beaucoup d'emplois, mais sur une période limitée de l'année. Fruits et légumes et vignes. Bon. Et en revanche, on a l'élevage, où on a plus d'emplois, notamment le lait. C'est un peu moins vrai pour les bovins viandes, mais pour le lait, où on peut avoir pas mal d'emplois tout au long de l'année. Donc on voit bien que, par exemple, quand on s'est battu pour maintenir le découplage de la prime à la vache allaitante, à la PMTVA, quand on a créé la prime herbagère agro-environnementale pour les systèmes herbagers extensifs, que ce soit pour le lait ou pour la viande, en fait, c'est des mesures qui de fait favorise l'emploi, puisque ça aide des productions qui sont plutôt plus intensives en emploi que d'autres. Sur les questions de Michel Piron, je crois que l'analyse France-Allemagne est absolument très importante à conduire. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas déjà des rapports qui aient été faits pour l'inspection générale de l'agriculture, des finances, etc. Il faut regarder tout ça, parce qu'à mon avis, on ne découvre pas le sujet, donc je pense qu'il y a déjà, mais je me limiterai peut-être à une remarque sur l'Allemagne, c'est la filière laitière, qui est très intéressante, parce que en fait, les Allemands ont développé l'industrie laitière, comme la France d'ailleurs, mais avec moins de sortes de yaourts différentes quand on regarde les linéaires dans les supermarchés allemands ou les supermarchés français, mais ils ont intégré par le hard discount. Lidl et autres, Aldi, etc. Et donc les Aldi et Lidl qui existent partout en Europe, vous voyez, alors maintenant ils mettent des produits nationaux pour montrer que c'est quand même un peu national, mais les produits laitiers et charcutiers notamment sont allemands. Donc c'est de la même manière que la pizzeria italienne a exporté le Valpolicella dans le monde entier, ce qu'on n'a pas su faire avec nos brasseries françaises pour nos propres vins. Les Allemands sont arrivés, grâce au hard discount, à exporter de fait, de manière beaucoup plus efficace, leurs produits agroalimentaires. Et même remarque sur la filière bio. Hein. Et sur la filière bio, c'est pareil. Bon. Sur la question de circuit court, effectivement, c'est de diminuer les intermédiaires, et je crois qu'il y a plusieurs exceptions possibles. Il y en a une première qui est effectivement, mais là on se heurte, et tout le spécialiste du foncier des collectivités locales que tu es, c'est bien ça. Je pense qu'il y a de grosses marges de progression dans notre pays pour le maraîchage, notamment à proximité des centres urbains. Mais cela veut dire que la question foncière, les scots, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, on voit partout le maraîchage se développer avec les marchés, les ADAP, les AMAP, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose de... Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est important quand ça se rajoute. Et puis là, je vais faire un peu de publicité non clandestine pour une coopérative laitière de mon département et de ma circonscription, qui vient d'ouvrir son magasin de vente au Sénat, à côté du Sénat, rue Corneille, le Beaufort. La coopérative laitière de Beaufort a décidé de commercialiser elle-même sur Paris, parce que son produit est vendu à Paris aujourd'hui par les crémiers 4 fois plus cher ou 3 fois plus cher. Voilà. Voilà, donc ils ont décidé, tout en faisant une marge, mais ils gardent la marge, ils vendent 2 fois moins cher que les crèmeries parisiennes, et ils font quand même un très bon bénéfice. Et ça va à la COP. Voilà. Sur les stocks. Peut-être que l'Assemblée nationale en va faire ses nectaires. Sur les stocks, très important. Dans les réflexions, notamment avec la FAO, pour lutter contre la spéculation et la crise alimentaire mondiale, il y a des propositions qu'a faites la France, d'ailleurs, pendant sa présidence du G8, Nicolas Sarkozy, de créer des stocks régulateurs au plan international, notamment riz et céréales,
pour éviter les envolées spéculatives. Et ça, la question de gestion publique des stocks est quelque chose d'extrêmement important au plan national comme au plan international. Et sur les questions de notre collègue Roumégas, je partage ce qu'a dit Daniel. Merci. Je vais peut-être rajouter que le rapport de suivi du G20 va peut-être nous permettre de faire cela. On va exhumer l'Allemagne, et ça, je me permets de dire aussi que demain, on a deux sujets qui sont un peu complémentaires de ce qu'on est en train de travailler tout de suite, puisqu'on a deux propositions de résolution. Une sur la traçabilité alimentaire, proposée par l'UDI, et une sur les farines animales, proposée, entre autres, par le groupe socialiste. Donc, vous voyez qu'on ne va pas sortir, si je puis dire, du sujet. On va avoir les effets plus pour les consommateurs, j'allais dire, on va voir plus là. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais soumettre ce projet de résolution à votre sagacité. J'ai l'impression que, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le déclare adopté à l'unanimité? Eh bien, merci beaucoup. Et alors, merci à tout le groupe de travail, merci à nos deux collaboratrices, mais qui ont travaillé vraiment d'une façon magnifique avec nous. Et puis vraiment merci à tous. Et je vous dis, quand vous aurez le document, ça vous fera une lecture, me semble-t-il, assez passionnante. Je l'espère en tout cas. Merci.